Vivre FM Podcast. 9h, 10h, la vie des entreprises. Anne-Lise Farcoa sur Vivre FM. Andéo est une association loi 1901 créée à l'initiative d'associations, fédérations et unions nationales du handicap dont l'ambition est que toute personne puisse trouver et accéder à des services de proximité lui permettant de vivre à domicile, quel que soit son handicap, son lieu d'habitation ou le montant de ses ressources. Et Andéo lance actuellement Enduo, une opération innovante qui a pour but de promouvoir l'insertion sociale et économique des personnes en situation de handicap. C'est notre sujet de ce matin dans la vie des entreprises puisque je reçois Julien Pénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des labels Cap Andéo et Loïc Coriou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous-même journaliste, auteur, réalisateur et producteur. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour nous parler de l'accompagnement quotidien apporté par les services à la personne labellisés Cap Andéo, dont les auxiliaires de vie sont formés aux différents handicaps pour répondre aux attentes des personnes en situation de handicap et également de l'opération Enduo. Et bonne matinée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une petite heure en compagnie ce matin de Julien Pénaud, directeur de label Cap Andéo, et Loïc Coriou, journaliste, auteur, réalisateur et producteur. Je dirais pas tout à chaque fois, hein. Voilà, non, on a bien compris qui vous êtes. Alors on va parler de l'opération Enduo dont le but est de permettre aux personnes en situation de handicap de mieux s'intégrer professionnellement. Mais avant cela, Julien, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Andéo, par qui cette structure a été créée, il y a combien de temps ? Andéo est une association loi 1901 qui a été créée en 2007, créée à l'initiative des unions, des fédérations et associations nationales du handicap. Toutes une grande partie. Tout le monde est bien groupé, tout handicap confondu. Aujourd'hui, 13 fédérations au sein du conseil d'administration d'Andéo, pour en citer quelques-unes, l'association des paralysés de France, l'APF, mais aussi l'UNAPI, la FEGAPI, l'UNAFTC, l'Union nationale des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés, qui d'ailleurs assure la présidence actuellement de Andéo, la personne d'Aymeric Guillermou, et plus récemment UNAFAM, concernant le handicap psychique, les familles, mais aussi la Fédération des aveugles de France, enfin bref, je vais pas toutes vous les citer, mais en tout cas, une représentation en tout cas assez large de toutes les formes de handicap qui se réunissent en fait un tout petit peu avant 2007 en se fixant un objectif extrêmement simple. Quelle que soit ma situation de handicap, quelles que soient mes ressources ou quelle que soit ma situation géographique, c'est-à-dire mon lieu d'habitation, je dois pouvoir trouver près de chez moi des services compétents et adaptés à mes besoins lorsque je fais le choix de vivre à mon domicile, c'est-à-dire vivre de la façon la plus ordinaire possible. Et c'est bien sur ce leitmotiv que ces différentes fédérations décident de créer un outil partagé, un outil collaboratif, et c'est donc l'association Andéo. Donc vous êtes parti de ce constat parce que ça voulait dire qu'avant il y avait un petit peu des services à la personne qui étaient un petit peu pas très professionnels, c'est ça ? Alors, il y avait une offre qui existait sur le territoire, mais une offre qui s'adressait plutôt aux personnes âgées dépendantes et accompagnait finalement à la marge les personnes en situation de handicap, leurs familles. Et évidemment, le postulat de départ, c'est on n'accompagne pas tout à fait de la même manière une personne âgée d'une personne handicapée. Il y a évidemment des points communs, mais il y a des spécificités. Et donc, on s'est dit, on va travailler sur ces spécificités-là et on va travailler aux côtés des services à la personne existants pour les aider à se professionnaliser, à monter en compétences sur la thématique du handicap, pour structurer une offre spécifique en direction de ces personnes-là qui répondent bien aux besoins et aux attentes des personnes concernées, de leur famille, de leur entourage. Et effectivement, vous le dites, on n'accompagne pas de la même façon une personne âgée et une personne handicapée, mais on n'accompagne pas non plus de la même façon tous les handicaps. Exactement. Que ce soit un enfant, un adulte, effectivement. Donc il faut vraiment être formé à tous les types de handicaps. Il faut former. Alors c'est très compliqué parce que je ne crois pas qu'on puisse être un généraliste de tous les types de handicap et de regarder aussi sur son territoire quels sont les besoins, puisqu'en fait aujourd'hui beaucoup de personnes en situation de handicap, une grande partie d'ailleurs d'entre elles vivent à domicile et peuvent avoir des besoins ou peuvent être en attente aussi de place en établissement médico-social et donc sans solution, vivant à domicile, aux enfants notamment. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir former spécifiquement sur la déficience intellectuelle s'il y a des besoins en accompagnement de ce public-là ou sur certains types de handicap, le handicap moteur, la déficience sensorielle, que ce soit le handicap auditif ou visuel. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter des réponses adaptées, personnalisées, quelle que soit finalement la situation de handicap,
Le propos, évidemment, il n'est pas dire que tout ça est facile. Vous l'avez souligné. C'est très compliqué de pouvoir adapter, former des professionnels sur tel ou tel type de situation, puisque même parfois sur certains types de handicap, là aussi, les modalités d'accompagnement peuvent être spécifiques ou différentes. Alors vous dites effectivement accompagnement à domicile, mais est-ce que ça peut, par exemple, je pense à un enfant qui aurait besoin d'aller chez son orthophoniste, est-ce que l'éducateur peut s'occuper de ce genre de choses, des trajets ? Tout à fait. Alors, en fait, on parle de services d'aide et d'accompagnement à domicile ou de services à la personne. En définitive, l'intervention, elle est à domicile ou elle est à partir du domicile. C'est ça, à partir du domicile. L'idée, c'est évidemment de pouvoir vivre à son domicile comme tout le monde, mais aussi c'est de pouvoir en sortir. Donc, c'est bien de pouvoir vivre dans la cité. Et effectivement, si je suis parent d'un enfant handicapé et que j'ai des besoins pour accompagner mon enfant chez l'orthophoniste, chez un médecin, au centre aéré s'il est accessible, adapté avec des professionnels formés, l'emmener dans des sorties sportives, etc. Eh bien, je peux avoir besoin d'avoir un soutien, une auxiliaire de vie, un intervenant qui m'accompagne au quotidien dans ces tâches-là. Ça peut être aussi une personne en fauteuil qui n'arrive pas à se lever toute seule le matin, qui a besoin de quelqu'un juste pour l'aider à se lever, à se préparer, à prendre sa douche, par exemple, et peut-être peut l'accompagner à son travail, si elle est capable de travailler. On parle d'inclusion finalement à travers le projet d'Andéo, et l'inclusion est large. Et quand on parle d'inclusion au travail, précisément, on adapte par exemple les postes de travail, on met en place les conditions qui permettent aux personnes handicapées de pouvoir travailler et tenir leur poste comme tout le monde, mais encore faut-il parfois pouvoir se lever et sortir de son lit, et qu'effectivement, parfois, une personne handicapée va avoir besoin d'un service à la personne pour l'accompagner dans les actes essentiels de la vie, et tout simplement pour l'aider effectivement à sortir de son lit, l'aider à faire sa toilette, à se préparer, et parfois jusqu'à l'accompagner dans les trajets domicile, lieu de travail. Sans cet accompagnement-là au domicile, à partir du domicile, pour accompagner la personne handicapée sur son lieu de travail, l'inclusion au travail sera pas tout à fait. Mais l'intervenant s'arrête à la porte du bureau, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'intervenant qui accompagne la personne handicapée pendant toute sa journée au travail. Alors c'est pas si évident que ça, puisqu'en fait on a des situations et les textes législatifs là-dessus sont, il y a quand même un flou juridique là-dessus, puisque en définitive, on a beaucoup de services qui de plus en plus effectivement interviennent, et des services à la personne en l'occurrence, je parle des services qui sont labellisés Cap Andéo, interviennent sur ce trajet-là, donc en accompagnant les personnes de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail, mais ensuite on a des situations où le poste de travail peut être adapté, et malgré tout, on va avoir besoin d'aide humaine sur le lieu de travail pour accompagner la personne, pour l'accompagner lorsqu'elle a besoin d'aller aux toilettes par exemple, pour l'accompagner le midi sur les prises de repas ou l'aide au repas, et c'est toujours très compliqué de demander à ses collègues de devoir les soutenir, et les services à la personne peuvent remplir cette fonction-là, mais on peut aussi avoir des situations de travail où on n'a pas tout à fait mis en place les aides techniques ou adapter le poste de travail, et là le service qui propose une aide humaine peut intervenir sur de l'aide à la prise de notes par exemple, etc. Donc les services à la personne peuvent assurer cette fonction-là et intervenir au domicile, à partir du domicile, et quand on parle d'inclusion, si on n'est pas en capacité d'intervenir en aide humaine sur le lieu de travail pour permettre à cette personne en situation de handicap de travailler comme n'importe qui, alors on n'aura effectivement pas réussi ce pari-là de l'inclusion au sens large. Mais c'est vrai qu'en plus on entend maintenant les entreprises qui veulent vraiment faire des efforts, qui sont tout à fait prêtes à embaucher des personnes en situation de handicap, mais quelquefois qui savent pas très bien comment faire, qui ne veulent pas des responsables, des managers qui ne veulent pas non plus que le boulot retombe sur les collègues, ou demander trop de choses aux collègues, et ça peut être une vraie réponse. Tout à fait. Ouais, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'entreprise qui paye ? Est-ce que c'est la personne qui paye ? Est-ce qu'il y a des aides quand on a besoin d'un intervenant comme ça pendant un nombre d'heures assez important dans une journée ? Oui, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué tout ça, puisque la PCH, la prestation de compensation du handicap, et sur l'aide humaine sur les actes essentiels de la vie prévoit d'avoir un certain nombre d'heures, et donc d'une prestation de compensation monétaire en fait, qui permet d'avoir des interventions au domicile, à partir du domicile, et donc sur le trajet domicile, lieu de travail, tout ça est prévu. La GFIP évidemment aussi propose des financements, des subventions sur tout ce qui est adaptation du poste
poste. Et je crois savoir que dans quelques situations, on a des services qui ont réussi à obtenir des bouts de subvention qui permettent aussi d'assurer des compléments. Ça doit pas être énorme. Hein. Alors c'est pas énorme effectivement, mais on a aussi des dispositifs qui prévoient des aides humaines en fait pour des frais supplémentaires liés justement à lorsqu'une personne handicapée exerce une activité professionnelle ou une fonction élective, on va pouvoir avoir là aussi des compléments d'aide, alors plafonnés avec un certain nombre d'heures. On trouve ça aussi sur Internet pour avoir là aussi des compléments. Mais faut aller à la pêche, il faut aller chercher ces aides-là et c'est pas évident puisque effectivement ça demande aussi beaucoup de pédagogie, de sensibilisation auprès des entreprises, auprès des personnes handicapées elles-mêmes qui savent pas toujours forcément qu'elles peuvent avoir accès à ce type de prestations-là. Et d'ailleurs on part de loin puisque déjà l'accès même au service à la personne, au service d'aide humaine est pas évident puisque on est très souvent sur ces représentations finalement assez archaïques qui consistent à dire mais l'aide humaine finalement ou les services à la personne c'est fait pour faire le ménage, le bricolage, leur passage et on n'imagine pas un instant que ces services-là peuvent vraiment accompagner et ont une technicité dans l'accompagnement de ces publics dits fragiles, parce que ça, après tout, la question se poserait aussi pour des personnes âgées dépendantes ou pour des enfants de moins de 3 ans, c'est comme ça qu'on qualifie les publics fragiles, pour les accompagner dans tous ces gestes-là du quotidien, avec des auxiliaires de vie, des intervenants à domicile, des AMP, enfin tous les professionnels qu'on retrouve au sein des services à la personne, dont c'est le métier, ils font ça au quotidien et depuis plusieurs années. Alors pour permettre aussi à tous ces services de se professionnaliser et de valoriser un petit peu tous ces métiers, Andéo a créé Cap Andéo. Il y a combien de temps ? Alors il y a 3 ans, on déploie c'est un jeune label qu'on déploie depuis un peu plus de 3 ans, effectivement qui est un label qui permet aux personnes en situation de handicap, à leur famille, de trouver plus facilement, de repérer plus facilement des services à la personne qui ont fait de vrais efforts, et j'emploie le terme effort parce que tout ça est pas facile, d'adapter leurs prestations en direction des personnes handicapées. Alors on fait une courte pause et dans la suite de l'émission vous nous détaillerez exactement ce que c'est que ce label. À tout de suite. La vie des entreprises, Anne-Lise Farcoa sur Vivre FM. Des entreprises, deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Julien Pénaud, directeur des labels Cap Andéo, et Loïc Coriou qui est journaliste. Julien, juste avant la pause, on évoquait le label Cap Andéo que vous avez mis en place donc il y a 3 ans, vous nous disiez, afin de permettre aux services des secteurs à domicile spécialisés dans le handicap de se professionnaliser et surtout peut-être de valoriser un petit peu ces métiers parce que effectivement on se dit service à la personne, vous l'aviez dit d'ailleurs, c'est le nettoyage, éventuellement faire des courses, éventuellement donner un petit coup de main dans le jardin, mais on ne sait pas que ça peut être des vrais métiers et des métiers en plus qui peuvent vraiment aider les personnes. Tout à fait, des vrais métiers, et preuve en est, c'est que ces services-là s'engagent fortement dans la professionnalisation en fait de leur personnel d'accueil, des intervenants, des encadrants, l'ensemble des responsables et des équipes en fait qui travaillent au service de ce public-là, avec des personnes qui sont diplômées de plus en plus, qui s'engagent dans le cadre de la formation continue sur des formations spécifiques. Pour vous donner quelques exemples, parce que c'est important, je parlais tout à l'heure de différences et de spécificité finalement lorsqu'on intervient auprès d'une personne en situation de handicap. Un service qui est labellisé Cap Andéo, dans les plus-values de services qu'il propose des interventions qui démarrent à au moins 6 heures le matin et qui se terminent à 23 heures le soir. Oui. Cette question de l'amplitude d'intervention est extrêmement importante parce que on parlait d'inclusion tout à l'heure. Si je suis en situation de handicap et que j'ai une vie sociale riche, une vie professionnelle et que je veux après le travail aller boire un coup avec des amis ou je veux aller au cinéma, aller assister à une séance de théâtre et que j'ai besoin de me coucher plus tardivement et que je trouve pas de service à la personne près de chez moi en capacité de m'aider à me coucher plus tardivement à 22h30 ou 23h le soir, bien on pourra parler tant qu'on veut de projet de vie de la personne handicapée. Elle est placée dans un projet de vie qui est virtuel. Ça, c'est un engagement de service dans les 20 items du référentiel qui est respecté par l'ensemble des services labellisés Cap Andéo. Et c'est extrêmement important. Je vais vous prendre un deuxième exemple pour bien répondre en plus à la question justement de l'inclusion au travail. Les services labellisés Cap Andéo sont en capacité de remplacer des intervenants qui seraient malades, empêchés, défaillants, de les remplacer dans l'heure qui suit l'heure initialement prévue. Ça c'est quand même très compliqué, mais alors c'est très compliqué. Le propos n'est pas de dire c'est facile. C'est pour ça que tout à l'heure je disais les services fournissent de vrais efforts parce que il faut mettre en place l'organisation qui va bien en face, des astreintes, avoir les professionnels formés sur ces mêmes situations-là de handicap. Mais
Si je dois être à 9h le matin au bureau parce que justement je travaille et que j'ai une auxiliaire de vie qui doit venir chez moi à 6h ou 7h le matin pour m'aider à me préparer, pour justement me rendre au travail, que cette auxiliaire de vie est malade, elle peut pas être remplacée à 10 ou 11h le matin. Sinon, j'arrive en retard au travail une fois, 2 fois, 3 fois, et on va tomber dans ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est les collègues qui vont devoir faire le travail à la place de la personne handicapée, ou alors je risque de me faire renvoyer, parce que pourquoi finalement les personnes handicapées auraient des passe-droits? L'inclusion et l'égalité, c'est bien ça, c'est de faire de sorte que finalement on puisse être traité, considéré comme n'importe qui. Alors, est-ce que le label Capandéo s'adresse aussi bien aux structures associatives et aux structures, comme on dit, commerciales, voilà. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que vous ne vous intéressez qu'aux associations? On s'intéresse à tout le monde. D'accord. On ne regarde pas le statut. On peut avoir un label Capandéo, qu'on soit association ou entreprise. Le statut ne rentre pas en ligne de compte parce que il ne nous appartient pas de choisir à la place des personnes handicapées. Or, les personnes handicapées, ce qu'elles attendent, c'est bien des engagements de service, des plus-values de services proposés, quel que soit le statut, que je sois une entreprise, une association ou un établissement public, puisque des CCAS aussi rendent des services à domicile. Les règles du jeu, là, sont les mêmes pour tout le monde. C'est le même référentiel pour tout le monde. Du moment que, effectivement, la structure propose un accompagnement spécifique pour les personnes handicapées. Exactement. Est-ce qu'il existe des structures qui proposent plusieurs choses, qui peuvent proposer effectivement du nettoyage et du jardinage et un accompagnement pour les personnes handicapées? Tout à fait. On a en fait tous les profils de services, c'est-à-dire qu'on a des services dits généralistes qui finalement sont sur à peu près tous les métiers des services à la personne. Il y a 21 métiers en fait répertoriés dans l'agrément et qui passent par ce que vous venez de décrire là. Et puis on a des services qui se sont davantage spécialisés sur ce que je pourrais qualifier le champ de la dépendance. C'est pas très joli au sens large, mais justement sur des accompagnements uniquement auprès de personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, et finalement ne faisant pas les métiers relevant de, désolé pour les termes un peu barbares, de la déclaration, qui sont en fait tous les métiers justement précisément d'aide au bricolage, ménage, les petits travaux, etc. Mais alors votre boulot, j'imagine, à Capandéo, c'est de bien vérifier que quand on doit remplacer un intervenant, il soit pas remplacé par celui qui fait habituellement du jardinage. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais bien, il y a une vraie contrainte de formation pour ces services qui organisent des interventions parfois en binôme pour que si justement je dois remplacer au pied levé un intervenant, il soit bien remplacé par un professionnel qui déjà est connu par le bénéficiaire du service, par la personne handicapée ou la famille, et qui soit bien formé sur le handicap. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans le cadre du label, on n'est pas que sur de la déclaration, puisqu'en fait les services sont audités. On va vérifier sur site l'ensemble des engagements de service. J'en ai pris quelques-uns tout à l'heure pour aller regarder les plans de formation, les attestations de formation, de regarder dans les plannings si les services sont réellement en capacité de remplacer les intervenants et par qui. On va aller vérifier les amplitudes horaires, comme vous les disiez amplitudes aussi, horaires. Ouais. Tout à fait. Alors concrètement, comment ça se passe? Une structure s'adresse à vous pour demander la labellisation, ou est-ce que c'est vous qui vous adressez aux structures en disant on vous propose de vous aider? Comment ça se passe? Alors c'est une démarche volontaire, il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire que les services s'adressent à nous, ils candidatent. Donc pour être labellisé, il suffit de candidater finalement, et puis de prendre connaissance de ce référentiel. Ensuite les services se préparent à la labellisation, puisque ils font pas forcément du 6h 23h, puisque s'ils ont l'habitude... C'est le personnel qui doit être content, tiens. Alors, figurez-vous que, alors effectivement, c'est pas une mince affaire, mais que parfois on a des intervenants qui justement demandent de travailler sur des horaires décalés et que on arrive quand même à trouver des solutions. Preuve en est, au moment où je vous parle, on a quand même plus de 250 agences labellisées sur plus de 60 départements au niveau, donc c'est dans toute la France, au niveau national, et y compris dans les DROMCOM. Donc on a vraiment une couverture qui commence à être suffisante pour apporter des réponses de proximité auprès des personnes handicapées, mais c'est pas facile de trouver ces intervenants qui vont vouloir ou parfois ont pas forcément pensé aussi pouvoir intervenir plus tardivement le soir, mais les services trouvent des solutions. Donc ils se préparent, ils vont aménager une organisation, ils vont devoir former davantage peut-être parfois des intervenants, et donc nous on va les accompagner en fait dans cette démarche-là, en leur donnant des trucs et astuces, en les outillant, en leur adressant aussi des organismes de formation en capacité de pouvoir les faire monter en compétence justement sur tel ou tel type de handicap lorsque ils le souhaitent. Et puis une fois que le service est prêt, eh bien on va déclencher, je vous disais, un audit sur site.
Et donc le service va être audité pendant une journée, parfois un peu plus, si le service est d'une taille plus importante. Peut-être interroger tous les intervenants, savoir s'ils ont vraiment été formés, si... Exactement, il y a évidemment des entretiens avec les responsables ou les responsables de la structure, mais il y a aussi des interviews des auxiliaires de vie, des intervenants, pour voir effectivement dans les faits, et là il n'y a pas la hiérarchie d'ailleurs, pour voir un peu comment tout cela se passe. Et puis à la fin de la journée ou à la fin de l'audit, on fait un rapport, il y a un rapport qui est établi et qui est présenté dans différentes instances, un comité national de suivi du label où on va retrouver des utilisateurs de services, c'est-à-dire des représentants de personnes handicapées qui utilisent des services à la personne et des fédérations de l'aide à domicile, les pouvoirs publics, différents partenaires. Et tout ce petit monde-là examine les rapports d'audit de façon anonyme. D'accord. Le rapport est donc présenté, le comité de suivi émet un avis sur la base de ce rapport et ensuite le rapport plus l'avis du comité de suivi est présenté au conseil d'administration d'Andéo, c'est-à-dire les fédérations du handicap qu'on présentait tout à l'heure, les 13 fédérations qui siègent au conseil d'administration d'Andéo et c'est bien le conseil d'administration d'Andéo qui prend la responsabilité ou non de délivrer le label. Donc à partir du moment où la structure a obtenu ce label, ça dure combien de temps? C'est-à-dire qu'après vous disparaissez dans la nature ou est-ce que vous vérifiez régulièrement que tous les engagements sont bien tenus? On vérifie puisque alors le label il est délivré. En secret figurez-vous que il y a les deux, puisqu'en fait on accompagne les services parce qu'ils peuvent avoir des petites fragilités ici ou là et donc on les suit pour être bien sûr que le mois d'après ou 2 mois après les quelques points de fragilité soient réglés et donc on les accompagne dans ce qu'on appelle la suivi des écarts en fait pour qu'ils soient bien conformes à l'intégralité du référentiel de labellisation. Et puis on va avoir un contact trimestriel avec eux, c'est dans le référentiel. C'est un engagement qu'ils prennent et qu'on prend nous aussi, puisque l'idée c'est pas juste de délivrer un label et de mettre un coup de tampon sur un certificat et de leur dire dans 3 ans, mais c'est bien d'être à leur côté parce que c'est pas le tout d'être labellisé, mais derrière c'est compliqué. C'est compliqué au quotidien parce qu'on est sur des métiers difficiles, on est sur des métiers où on est sur de l'humain. Il y a beaucoup de turnover en plus, donc il y a aussi du turnover dans les équipes et donc il faut être aux côtés des services dans les bons moments comme dans les moins bons moments et donc on les accompagne aussi de cette manière-là. Et vous disiez peut-être de façon secrète, on a aussi confié en fait une surveillance de ce label à un organisme tiers qui s'appelle IDAP et qui procède à des appels mystères, des appels anonymes. D'accord, dis donc. En gros. Il nous reste moins d'1 minute. Qu'est-ce que ça apporte à un particulier qui ferait appel à une structure de savoir qu'elle est labellisée? Ça lui apporte la garantie et la sécurité d'avoir des amplitudes horaires d'intervention importantes, c'est un fameux remplacement dans l'heure dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des professionnels formés, qualifiés, qui connaissent son handicap. Ça lui apporte aussi la possibilité de participer à l'amélioration des prestations qui sont prévues, et pas simplement à travers une enquête de satisfaction, mais à travers des réunions collectives où il va pouvoir s'exprimer et dire ce qui va bien, ce qui va moins bien dans le cadre de la prestation. Enfin, c'est un accompagnement plus un accompagnement vraiment de qualité qui prend en compte son handicap. Donc c'est une grande sécurité pour l'accompagnant. Cela dit, vous mettez en place donc une nouvelle opération dont le but est de valoriser l'importance du rôle de ces auxiliaires de vie dont on parlait dans le quotidien d'une personne handicapée. On en parle dans la suite de l'émission, dont vous restez. La vie des entreprises, Anne-Lise Farcoa sur Vivre FM. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes bien sur Vivre FM dans l'émission La vie des entreprises. Nous sommes toujours en compagnie de Julien Pénaud, directeur des labels Cap Andéo, et Loïc Coriou, journaliste et Andéo, lance Enduo, dont l'objectif est de mettre en valeur l'importance de l'auxiliaire de vie et de ses compétences spécifiques. Et on l'a dit, maintenant c'est un métier qui est de plus en plus formé et qui est important de mettre en valeur. Vous aviez l'impression, avant de lancer Cap Andéo, que justement qu'il y avait quand même une méconnaissance de ce métier? Oui, une méconnaissance, et d'ailleurs elle nous a été confirmée. On a réalisé, pour la petite histoire, l'année dernière une étude sur les besoins des enfants handicapés vivant à domicile, et donc on a interrogé des parents, et ces parents en grande majorité n'utilisent pas les services à la personne, et dans les raisons qu'ils évoquaient, en deuxième position, c'était précisément ce que j'indiquais tout à l'heure. Ah bon, mais les services à la personne, ça fait autre chose que le ménage, leur passage, et on ne connaît pas. Il y a un vrai déficit d'image sur ce secteur-là, sur l'aide humaine en général, les services à la personne, les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors c'est en partie pour ça que vous avez décidé de lancer Enduo. Vous nous en dites quelques mots, et puis après je laisserai la parole au journaliste qui va s'occuper vraiment de toute cette opération. Effectivement, à ce stade-là, et compte tenu de ce constat, on s'est dit il faut vraiment trouver une solution quand même pour
mettre en avant ces métiers-là et surtout mettre en avant la relation particulière finalement qui existe entre une personne handicapée accompagnée par un aidant, qui soit professionnel d'ailleurs, mais aussi un aidant familier. Ouais, exactement. Parce que il se passe beaucoup de choses dans cet accompagnement-là et il existe des histoires assez extraordinaires, nous semble-t-il, à raconter et pour pouvoir montrer ça aussi au grand public, pour montrer finalement ce qui marche. Et ça, c'est extrêmement important parce que valoriser évidemment ces métiers-là, c'est extrêmement important pour des auxiliaires de vie à qui on demande d'avoir toutes les qualités du monde et sur des métiers extrêmement peu valorisés précisément, mais c'est aussi favoriser et faire la promotion aussi de l'insertion, donc de l'inclusion des personnes handicapées qui ont une vie sociale extrêmement riche, qui souhaitent faire plein de choses, enfin vivre comme tout le monde dans la cité, et ça de notre point de vue c'était extrêmement important. Puis évidemment en dernier lieu de valoriser aussi les services qui s'engagent dans cette qualité-là dans les accompagnements et qui font ces efforts d'adaptation pour monter des offres spécifiques en direction de ce public-là. Donc vous lancez en fait un appel à témoignage pour les personnes qui sont dans cette situation-là, donc les personnes handicapées qui sont au quotidien avec un accompagnant et qui devraient nous raconter leur histoire. Et c'est à Loïc Coriot, donc vous êtes journaliste, c'est vous qui êtes en charge de recueillir. Alors qui recueille d'abord les témoignages? Ça se passe pas tout à fait comme ça. Il y a une équipe en fait. Il y a une grosse équipe qui est une grosse équipe. Oui, c'est plus d'une dizaine de personnes qui est sur cette opération. La collecte se fait par les médias sociaux d'Andéo, du label, de l'opération, Facebook, Twitter, mais également le site enduo.fr qui est en fait complètement lié au site Andéo. Avec une explication très simple en 3 points de l'opération et un petit formulaire qui permet aux gens qui souhaitent, sur la base du volontariat, participer à l'opération. Ils nous racontent très simplement, en 10 lignes, ils nous font la synthèse de leur histoire. Ce qu'on cherche en fait à détecter et à qualifier, c'est des duos qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire que justement dans cet effort d'inclusion, dans cette démarche d'inclusion dont on parle depuis le début de cette émission, l'idée c'est de dire que une personne handicapée, si elle est bien accompagnée, bien épaulée par un aidant professionnel dûment formé dans des services labellisés, il ou elle va vivre une vie épanouissante, qu'elle soit personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Et donc, on veut montrer que, au-delà même de la relation aidant-personne handicapée, se noue une complicité sur la base d'autres choses que le service. Le service, évidemment, et on va le mettre à l'image et le mettre en scène et le valoriser, le survaloriser même, mais aussi quelque chose de plus humain qui est la complicité, c'est-à-dire je sais pas, ils ont une passion pour le macramé, donc ils font du macramé ensemble, ils se sont mis au sport ou remis en sport ensemble, ils ont une passion plus ou moins cocasse, plus ou moins prenante. C'est une histoire d'amitié aussi avec des manifestations de cette histoire qui sont vraiment épatants. Bref, c'est des choses du quotidien, c'est pas des super-héros, mais c'est des choses du quotidien, mais qui sont belles, qui sont simples, qui sont fortes. Et donc les gens nous racontent ça sur le site ou sur les médias sociaux. Et puis on va essayer ça va être difficile, je pense, mais de conserver 4 en duo, puisque c'est en duo, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est duo aidant personnes handicapées, et après l'aventure continue. Ces 4 en duo vont être coachés par des professionnels de l'écriture, de la mise en scène, de la télé. Coacher pourquoi ? Pour écrire et préparer la mise en image de leur histoire. On ne bidonne évidemment rien, c'est de l'anti-télé-réalité, tout est absolument vrai, respectueux, déontologique, éthique. Enfin, je crois que c'est pas la peine de le dire, mais je préfère quand même le dire. Bien, oui. C'est toujours mieux quand on voit les émissions qui vont arriver en télé et dont je ne parlerai pas. Nous, ce sont des vrais gens volontaires et dont on ne mettra à l'image que ce qu'ils ont proposé et demandé d'incarner. Mais on va les aider parce que l'idée, c'est de faire quelque chose. C'est une mini-série de 5 épisodes tous les jours, donc du lundi au vendredi, un duo égale 5 épisodes, diffusés du lundi au vendredi sur France 3 par Île-de-France à 18h55. C'est juste avant le 19-20, juste avant, donc c'est une jolie case, hein, c'est un Access Prime Time qui fait de mémoire 18% de part d'antenne, donc c'est vraiment un des beaux Access Prime Time. Et donc, chaque jour, un petit épisode
où on va essayer de tourner ça un peu comme une sitcom mais réelle, sitcom donc documentaire. différents moments de la journée en fait, c'est ça Oui, ou différentes illustrations de cette passion commune ou de cette histoire commune ou de cette relation étonnante ou détonnante, puisque ça peut être aussi des personnages bien trempés, oui. On espère d'ailleurs. Et donc on va suivre pendant 5 jours de manière à la fois tendre, pudique, drôle, leur vie au fil de 5 épisodes. Et puis la semaine suivante, c'est un deuxième en duo, et ainsi de suite pour les 4 en duo. Et le programme va donc durer 1 mois sur France 3 par Île-de-France. Vous avez eu du mal à convaincre France 3 ? Oui et non. C'est-à-dire que trop par rapport à la charte éditoriale qui est celle de France 3, et moi ça me navre toujours un peu. Nous on produit d'autres documentaires ou programmes courts qui sont liés aussi au public fragile. Donc je suis toujours un petit peu étonné qu'on doive autant se battre pour proposer des idées que nous on estime quand même plutôt créatives. On leur propose pas un truc lambda, on essaye d'être créatif, on connaît notre boulot. Et l'un des premiers articles de la charte éditoriale de France Télévisions, c'est justement donner accès au public en situation de fragilité, et la diversité, les publics fragiles, etc. Et je suis toujours un peu... Et ce que je dis, je le dis aux gens de l'antenne de France 3 ou de France 2. Je leur dis, c'est vraiment compliqué de devoir autant se battre alors que c'est dans votre charte. Donc, je pense quand même qu'il y a encore un effort sur le service public pour ouvrir beaucoup plus l'antenne à ce sujet. Moi, je partage quelque chose avec eux qui est important, c'est il faut que ce soit créatif. Il faut qu'on sorte des choses larmoyantes, des choses un peu pathos. Il faut vraiment aller sur des choses créatives et qui justement font de l'inclusion. Donc on va pas stigmatiser la différence, mais on va plutôt favoriser l'inclusion. Mais néanmoins c'est toujours un peu compliqué. En revanche, je salue vraiment le France 3 en ce sens qu'ils ont joué le jeu sur... Ils ont pas mis ça à 23h30. Non. Voilà, alors nous on leur a demandé cette case, mais ils ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le programme et ils ont accepté de faire un effort aussi sur les conditions financières, puisqu'il y a quand même des conditions financières, et sur le partenariat aussi. Alors concrètement, pour les personnes qui nous écoutent et qui se sentiraient concernées, comment faire? On va sur le site, on a dit En Duo, qu'on trouve facilement, ça s'écrit HANDUO. Voilà. On envoie un petit texte d'une dizaine de lignes. En fait, on remplit. En fait, il y a un champ particulier qui est dédié à ça. On remplit ce champ avec ses coordonnées pour être recontacté, une petite synthèse, un petit synopsis de son histoire, de ce qu'on a envie de raconter. Éventuellement une photo. Oui, enfin, je pense qu'on peut. Oui, on peut effectivement uploader quelque chose, une photo, voilà. Et après, donc c'est jusqu'au 1er mai, à peu près, quelque chose comme ça. Oui, début mai. Début mai. Pour la collecte, voilà, exactement. Pour la collecte. Et puis après, l'émission passera dans le courant du mois de juin. C'est au mois de juin, tout le mois de juin. Tout au long du mois de juin. Vous reviendrez nous en parler. Vous reviendrez peut-être avec un ou deux en duo qui viendraient raconter un petit peu cette expérience. Ça peut être intéressant. On rappelle aussi le site d'Andéo et de Cap Andéo pour les structures qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore fait cette démarche. C'est tout à fait possible. On vous contacte directement sur le site ou on vous appelle. Tout à fait. Andéo.fr ou sinon chez Andéo, mais on trouve toutes les coordonnées sur le site internet ou sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Donc, de toute façon, nous on mettra toutes les informations sur notre site, tous les liens, etc. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Vous, donc, on l'a dit, vous retrouvez toutes les informations sur cette émission. Vous pouvez même réécouter le podcast sur le site vivrefm.com, rubrique La vie des entreprises. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de Vivre FM et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de La vie des entreprises.